BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. On va parler de crypto pendant une demi-heure avec mes invités. On va parler des dernières actus de fiscalité, de réglementation. On fera aussi les tops et les flops en fin d'émission. Mes invités ce jour, Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie et de la communication chez Bitstack. Bonjour Alexandre. Bonjour, ravi de vous avoir sur le plateau. Il y a aussi Enzo Allo, CEO de Crypto Patrimoine. Bonjour Enzo. On fera les tops et les flops avec vous à la fin de l'émission. Et Loïc Santel, cofondateur de Contact Crypto. Bonjour Loïc. Bonjour. Ravi également de vous avoir sur ce plateau. Continuez à nous écrire, à nous poser toutes vos questions. Vraiment, tout nous intéresse. crypto@bfmbusiness.fr, c'est notre adresse. On vous répond tous les jeudis entre 15h et 15h30. BFM Crypto, le club, c'est parti. Et pour commencer, un petit tour de table sur cette information intéressante ce matin. BPCE qui se met à la crypto. Ça veut dire quoi? Ça va changer quoi? Est-ce que c'est important? Alexandre? Oui, je pense que c'est important. Alors, ils travaillent dessus depuis un certain temps. On avait déjà eu quelques rumeurs depuis quasiment un an sur le lancement de cette filiale, sur son obtention des formalités réglementaires, je dirais même notamment en interne, pour avoir le droit d'opérer sur ce genre d'actifs. Et donc, finalement, on a cette annonce qui vient aujourd'hui de la disponibilité d'un certain nombre de cryptos chez BPCE. Il y en a 3 ou 4, hein, c'est ça pour exactement. Ouais. Alors, de mémoire, Bitcoin, Ether, Solana et USDC. Il y en a d'autres qui sont déjà annoncés dans la foire aux questions en disant elles arrivent, on verra le temps de voir si ça prend, si ça prend pas. Donc, clairement, c'est une offre qui est positionnée crypto at large, effectivement, et donc avec ma casquette plutôt Bitstack et Bitcoin, forcément je constate encore une fois qu'il y a ce côté, la crypto c'est comme une classe d'actifs homogène, qui est peut-être toujours la chose qui me dérange un peu, mais pour l'adoption de manière générale, je pense que c'est une bonne nouvelle. BPCE de mémoire, c'est plus de 10 millions de clients en France, ils ont d'abord décidé de le déployer auprès d'un petit nombre de clients pour tester, ce que ferait n'importe quelle entreprise, elle teste auprès d'un certain nombre de clients. Donc on va voir comment ça va se passer, mais je pense que ça peut débloquer l'adoption en France, parce que on le sait, les Français font confiance à leur banque majoritairement, donc le voir des acteurs considérés comme institutionnels, sérieux, régulés, se mettre à ce genre d'actifs, ça peut être positif. Et mon bémol, il vient du point que j'ai donné juste avant, c'est-à-dire que on voit que l'ambition, c'est d'aller traiter un certain nombre de cryptos. Je ne suis pas sûr que dans le tas, elles seront toutes vivantes encore dans 3-4 ans. Et donc, à ce moment-là, on pourra potentiellement avoir un backlash de se dire « Ah mais attendez, si une banque nous a mis en libre accès une crypto qui finalement est morte, est-ce que ça ne dit pas plus sur BPCE que sur la crypto en tant que telle ?» Je ne sais pas, mais j'espère qu'on arrivera à restreindre cette offre, peut-être pas qu'à Bitcoin, mais en tout cas aux cryptos sérieuses, disons-le. C'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que c'est une vraie porte d'entrée, ça va réellement être intéressant, ça pourrait se voir assez rapidement si les banques font ça sur les adoptions des Français dans la crypto. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper. Et on dit de plus en plus souvent qu'il y a Bitcoin et il y a le reste du monde des cryptos. Enzo Allo. Toujours, oui, bien sûr. Je pense que ça fait un moment sur ce plateau qu'on le dit. Il y a une crypto qui s'est montrée avec une valeur ajoutée qui est Bitcoin. Tout le reste, ça reste des projets. Donc ça, là-dessus, je rejoins totalement Alexandre. Il y a aussi quand même Société Générale, BNP qui a eu des nouvelles récemment. Je pense que c'est dans le sens de l'histoire d'avoir ces banques qui adoptent petit à petit ces technologies-là. Elles ont tout à gagner à ne pas louper ce pan entier d'un business. Donc, c'est la suite logique des choses. Je les forme depuis, moi, personnellement, 2-3 ans, toutes les grandes banques en Europe. Donc, ça arrive. D'abord, ils se formaient sur comment est-ce qu'on capte l'origine de fonds de clients qui ont une fortune crypto. Donc, comment est-ce qu'on KYC tout ça? Maintenant qu'elles ont toutes ces parties de conformité, s'attaque au lancement de produits, donc la force commerciale, etc. C'est logique. Ouais, je pense que pour la démocratisation, ça va avoir un réel impact. Ma mère m'en a parlé ce matin. Ouais, donc, bon signe. Donc en général, si ma mère m'en parle, c'est que c'est bon. Oui, effectivement. mais non, après, je pense que j'avais un peu la tendance de voir dans le use case réel que on avait beaucoup de clients qui allaient vers Revolut dans un premier temps, et je ne sais pas si justement le fait que certaines banques en ligne mettent un coup de pied aussi dans la fourmilière, peut-être à cet endroit-là, force les banques un peu plus institutionnelles, plus classiques, à aller aussi là-dedans, et j'ai hâte de voir d'autres banques s'y mettre justement. Et il y a de l'argent à récupérer, mais Revolut était dans les premiers, c'était une question de timing, ils y sont allés les premiers. Exactement. C'est pour ça aussi. Alexandre, que disent les acteurs réellement du monde crypto, du fait que les banques, au fur et à mesure, et c'est très bien, on l'a dit pour l'adoption, mais s'emparent de cela, ce sera plus du tout bientôt un monde sans intermédiaire. Alors, je repose mon point sur ce sujet-là. Pour moi, il faut bien faire la distinction, notamment Bitcoin.
permet d'ouvrir l'alternative de se passer des intermédiaires. Est-ce que ça veut dire la mort des intermédiaires ? Moi, je ne le pense pas. Beaucoup de gens le pensent, que ce sera un monde où 100% des gens seront en autoconservation, etc. Ce n'est pas ce que je pense. Pour la plupart des gens, la simple existence de l'alternative sera suffisante pour déjà, numéro 1, forcer les acteurs à innover pour proposer des services compétitifs vis-à-vis de la concurrence, mais aussi à faire ce qu'il faut pour éviter la fuite, qui aujourd'hui n'est pas possible sur les actifs financiers traditionnels, puisqu'on ne peut pas faire d'autoconservation. Donc je pense qu'on va avoir ce dilemme, on verra comment ça va se jouer, mais effectivement, il y a une part de la réponse qui se situe plutôt dans le fait que l'arrivée des acteurs, comme les banques en particulier pour les Français, va finalement augmenter le gâteau en lui donnant plus de crédibilité, de sérieux, et donc va accélérer l'adoption, ce qui en fait est positif pour tout le monde. Mais évidemment, du point de vue des acteurs Bitcoin et crypto, c'est aussi des concurrents supplémentaires qui, eux, ont des moyens autrement plus conséquents. Et peut-être qu'on peut le lire d'une autre façon, qui est de dire est-ce qu'ils veulent augmenter leur nombre de clients ou est-ce qu'elles veulent réduire la fuite des clients qui partent chez des fintechs différentes. Ça, pour l'instant, je ne le sais pas, mais en tout cas, il y a ces deux visions-là. Moi, je suis plutôt content en soi de voir que l'institutionnalisation continue avec des acteurs sérieux qui ouvrent ces possibilités-là, puisque comme je le disais, en fait, ça va finir par augmenter le gâteau pour tout le monde et après, chacun viendra prendre la part de marché qui lui correspond en fonction de son offre. Bitstack, c'est que du Bitcoin, par exemple, donc si vous cherchez du Solana, vous n'en trouverez pas. Et donc, vous irez plutôt chez BPCE ou chez d'autres. Enzo, vous voulez rajouter quelque chose ? Ce qui est effectivement le cas, c'est que on voit le succès de plateformes comme Binance, comme Kraken, comme Coinbase, qui montrent que, en fait, c'est pas la confiance dont on a problème. On a toujours des tiers de confiance dans un milieu qui se promeut anti-intermédiaire. Donc, ça montre bien que peut-être il y a juste un problème de confiance envers ces tiers de confiance, puisqu'on voit qu'il y a des tiers, en tout cas, ces plateformes d'échange fonctionnent énormément. Donc, voilà, c'est un peu ce sujet-là aussi, je trouve assez intéressant, antinomique par rapport à ce que la technologie propose et la consommation qu'on a aujourd'hui de ce genre de technologie. Loïc ? Ouais, nous, les entreprises, effectivement, sur des placements de ce type, ils ont tendance à faire confiance plutôt à des choses assez traditionnelles, parce que généralement, ils ont leur banquier qui leur propose des comptes à terme, des choses comme ça. Et souvent aussi, c'est le comptable d'abord qu'on va voir en premier pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et souvent, les comptables, les cryptos, c'est pas quelque chose qu'ils aiment bien. Ils brandissent très rapidement la lutte anti-blanchiment et tout ce qui est en lien avec ça. Donc, ils vont plutôt préconiser d'aller vers une banque traditionnelle. Mais si là, le banquier lui-même vous dit « let's go », bon, dans ces cas-là, effectivement, là, ça devrait marcher. Ça va être une question d'intermédiaire, effectivement, c'est une bonne remarque. Penchons-nous un petit peu sur Bitstack et ce qui a été annoncé la semaine dernière. Une belle levée de fonds, 15 millions de dollars. Alexandre, on rappelle ce que fait Bitstack à la base et puis qui sont les investisseurs de cette levée. Alors, Bitstack, à la base, c'est une application qui a été lancée il y a 3 ans, une application française et qui essaye de démocratiser le Bitcoin à l'égard des Français d'abord, et aujourd'hui, on l'espère, des Européens, et on essaye de le faire par des produits qui sont vraiment accessibles. Donc le but, c'était justement de se distancier du monde crypto, entre guillemets, pour lequel il y avait des barrières à l'entrée en termes d'expérience utilisateur, de connaissance du marché, du trading, etc. Et donc, on a un produit phare, c'est pas le seul, mais un produit phare qui est connu, c'est celui de l'arrondi. Donc ça permettait de faire une épargne qui est sans effort, c'est-à-dire vous connectez juste votre carte bancaire, et à chaque fois que vous faites une dépense dans un commerce, en ligne ou quoi d'autre, en fait, on va arrondir à l'euro supérieur cette dépense et épargner la différence en Bitcoin. Et donc, en fait, ça fait une épargne qu'on construit sur le long terme de façon indolore, sans effort. C'est un DCA quotidien. C'est un DCA du quotidien, voire de l'instant, puisque c'est vraiment à chaque dépense, qui est calculé, mais ensuite qui est épargné le dimanche pour éviter d'avoir à le faire vraiment tout le temps. Mais là, ce qu'on va pouvoir faire avec justement cette levée de fonds, c'est en particulier innover sur la gamme de services. On a déjà, donc en plus de l'arrondi, le récurrent et puis les achats évidemment ponctuels, que Bitcoin, je reprécise ici, puisqu'on pense également, et ça se voit dans les statistiques, entre guillemets, on est aujourd'hui la première app crypto française. Et ce qui est très intéressant, en termes de nombre d'utilisateurs, je veux dire, ce qui est très intéressant, c'est que la première app crypto française est une app Bitcoin only. Donc finalement, c'est quand même un enseignement intéressant de se dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher sur les 150 000 cryptos disponibles pour offrir de la valeur ajoutée à des clients. En fait, beaucoup de clients sont rassurés par le fait qu'il n'y a que Bitcoin de proposer, que d'ailleurs, ils peuvent en parler à leurs voisins, à leur famille, et qu'ils ne tomberont pas sur un même coin ou un truc qui va faire perdre de l'argent à leurs proches et à leur famille. Ils sont que sur Bitcoin. Donc là, l'élargissement de la gamme, c'est à la fois on va viser l'Europe, donc maintenant on est une entreprise européenne, on a annoncé un lancement dans une dizaine de pays, mais aussi un élargissement de la gamme de services, notamment avec déjà un compte courant.
IBAN français, donc qui permet de tout centraliser à un seul endroit. Et puis aussi avec le lancement de notre carte de débit Visa, qui permet de faire deux choses. Un, les arrondis, les fameux, mais en temps réel et sans frais. Et donc là, vraiment, si vous utilisez la carte Bitstack, vous n'avez même plus de frais sur les arrondis que vous faites pour épargner en Bitcoin. Et un programme qu'on appelle le Stackback, qui nous permet d'aligner, entre guillemets, une bonne discipline financière. Nous, on prend à cœur notre mission d'éducation financière. Donc, on veut aligner certaines incentives de discipline financière à long terme, de comportement, sur la récompense que vous allez obtenir à chaque dépense. Vous allez recevoir un certain nombre de Bitcoin. On annoncera les conditions dans quelques semaines. Mais on veut vraiment aligner ça pour toujours servir notre mission, qui est de voir Bitcoin comme cet actif de long terme, qui n'est pas du trading, qui est là pour se constituer une épargne pour ses projets de vie, en fait, tout simplement. C'est intéressant, il y a de la simplicité là-dedans. Et c'est vrai qu'on dit toujours ce chiffre, il y a 10% des Français qui détiennent de la crypto. Ouais. Chiffre de la DAN 2025, il y en a 35% qui disaient vouloir s'y mettre dans l'année. La simplicité des actions, de la compréhension, c'est peut-être la clé finalement pour cette adoption massive. En tout cas, nous, de notre point de vue, c'est vraiment la clé pour débloquer l'adoption. Ouais. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est que en termes d'innovation technologique, on pourrait critiquer en disant que Bitstack n'a pas autant de crypto que les voisins, n'a pas les dernières innovations. En réalité, notre innovation principale, c'est que ça peut s'utiliser sans qu'on comprenne rien au trading, sans qu'on puisse avoir à faire toute une formation de savoir c'est quoi, je sais pas moi, les leverages, les shorts, les machins. Non, en fait, vous connectez votre carte bancaire et vous épargnez une charge mentale puisque vous n'êtes pas là pour faire du trading. Vous êtes là pour penser, comme c'est le cas pour les détenteurs de crypto en France, c'est souvent des jeunes, pour penser à votre retraite, pour penser à des projets de long terme, à des objectifs de vie, à des enfants, à payer l'université, à payer la voiture, la maison. Et donc ça, c'est des objectifs de long terme qui exigent une forme de discipline financière où on va allouer une part de son budget à de l'épargne. Et donc Bitstack est là pour essayer d'aider de le faire avec le moins de friction possible pour un onboarding simplifié. Bitstack, qui, je le rappelle, était quoi? Le 3e acteur français à obtenir l'agrément MiCA? Exactement, 3e, ouais. Voilà, ça c'est fait. Et donc, cette belle levée de fonds de 15 millions annoncée la semaine dernière. On passe à un autre sujet parce que le temps file très vite dans cette émission. Loïc Santel, vous vouliez revenir sur le DAC 8. Oui, tout à fait. Entrée en vigueur dans quelques semaines. On rappelle déjà ce que c'est. Alors, c'est la communication proactive des acteurs régulés à l'administration fiscale. Donc, du coup, il va falloir bien déclarer tout ce qu'on a à déclarer. Toutes les plateformes sur lesquelles on est inscrit. C'est ça. Sauf les étrangères. Sauf les étrangères. Non, seuls les étrangères. Seuls les étrangères, pardon, effectivement. Donc, du coup, ça sera tous les acteurs régulés par du coup, MiCA qui auront l'obligation de communiquer. Donc, effectivement, il va falloir derrière déclarer tout ce qu'il y a à déclarer. Moi, je voulais revenir sur un point, c'est que c'est vrai que sur les réseaux sociaux dernièrement, j'ai vu énormément d'influenceurs, de personnes qui parlaient justement de DAC 8 et en préparation de tout ça, de tout transférer vers des ledgers. Alors moi, j'ai entendu que c'était bien de transférer sur les ledgers pour protéger ces données. Oui, et là, vous avez entendu autre chose. Alors, pas seulement pour protéger ces données. Non, je suis assez d'accord avec ce constat aussi qu'au niveau de la cybersécurité, et je pense qu'Alexandre, j'aimerais bien après qu'il en parle aussi, je pense qu'il aura un bon point de vue là-dessus, mais effectivement, sur la cybersécurité, c'est un vrai point, effectivement. Oui. Mais quand on voit ce message-là, la majorité des gens vont peut-être plutôt aller voir la partie fiscale, de ne pas déclarer ce qu'il y avait à déclarer. C'est-à-dire on met les cryptos sur Ledger et on pourrait échapper à la fiscalité crypto. Voilà, exactement. Ça, vous n'êtes pas d'accord? Et ça, non, effectivement, faire attention parce que si vous conservez tout sur votre Ledger et vous n'en faites rien, bon, bah oui, effectivement, là, vous fermez vos comptes d'exchange, vous avez tout sur vos ledgers. Et effectivement, après le 1er janvier 2026, en soi, vous n'aurez aucune plateforme qui communiquera sur vous. Donc oui, c'est un bon move à faire. Mais par contre, effectivement, si demain, après, vous voulez payer un bien ou un service ou sortir une partie de cette liquidité qui reste sur votre ledger, vous devrez forcément passer par un exchange. Oui. Parce que derrière, la banque, sinon, elle n'acceptera pas le virement, votre banque traditionnelle. Donc, au final, vous allez re-rentrer dans le système. Et là, derrière, en plus, quand vous allez vous re-KYCiser, ils vont vous demander la traçabilité des fonds aussi. Donc là, il va falloir que vous leur prouviez. Et au final, ça reviendra au même que si vous l'aviez déclaré à la base, en tout cas, et que vous aviez montré patte blanche par rapport à tout ça. Donc, à moins de ne plus du tout faire d'opération et de tout mettre sur sa ledger, a priori, très, très mauvaise idée, quoi. En tout cas, moi, personnellement, pour la partie fiscale, oui, je trouve que c'est une mauvaise idée. Alexandre, vous en pensez quoi? Sur la partie cyber, c'est distinguer plusieurs choses. Je disais tout à l'heure que
l'innovation dans les cryptos, c'est pas tant la mort des intermédiaires, mais l'ouverture d'une alternative, c'est-à-dire la possibilité de faire sans si on le souhaite. C'est un peu la même chose pour la conservation sur des clés Ledger ou autres. C'est que oui, c'est très bien d'avoir cette alternative. Maintenant, tout le monde n'est pas fait pour, entre guillemets, tout le monde n'a pas envie de se former à. Moi, j'incite à le faire. C'est important de s'éduquer à ça et c'est important, d'un point de vue même de la résilience personnelle, de disposer de fonds en sécurité qui ne sont pas conservés par un tiers. En revanche, il ne faut pas s'imaginer que c'est le sans risque. Il y a le risque de perte, il y a le risque de vol, il y a le risque de justement d'avoir... La responsabilité chez vous. Hein. Exactement, vous avez simplement transféré la responsabilité de l'intermédiaire vers vous, ce qui peut avoir son intérêt si vous pensez que les intermédiaires ne sont pas fiables, ce qui a beaucoup moins d'intérêt si vous pensez que vous n'êtes pas fiable, entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'avez pas les compétences, le temps ou l'envie, et rien de ça n'est tout à fait attaquable. On peut très bien ne pas avoir l'envie de se former à la cybersécurité. Dans ce cas-là, il faut faire attention à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, une fois encore, il faut se connaître. Soit c'est comme quand vous achetez de l'or, soit vous achetez de l'or papier, et au final c'est le tiers qui va le conserver pour vous, ou sinon vous stockez vos lingots sous votre oreiller. Ça dépend à qui vous confiez, effectivement. Un commentaire, Enzo ? Il y a aussi peut-être l'idéal, c'est d'avoir un mix. C'est-à-dire une partie long terme que je conserve sur des wallets et une partie court terme si je veux parfois acheter-vendre sur une plateforme d'échange. Ouais. Et ça me génère une deuxième question en revanche pour Loïc, c'est admettons que j'ai toutes mes cryptos sur une plateforme avant le 1er janvier, je les mets sur un wallet. Ouais. Je pars au Salvador ou dans un autre pays dans lequel les cryptos, je peux payer légalement avec. Donc, je vais payer directement mon restaurant avec mes bitcoins, etc. Là, il n'y aura pas d'échange d'informations fiscales. Non. Normalement, ça dépend avec quoi vous payez, mais effectivement, si vous passez par un exchange qui est étranger, par exemple un BitGet ou un Montpellerin, par exemple, en Suisse, par exemple, là, cet échange d'informations. Il n'y a pas cet échange d'informations. Alors, tout dépend. Si c'est un exchange, normalement, vous devez le déclarer avec le formulaire 3916 bis. Donc, c'est un compte détenu à l'étranger. Et donc là, il pourrait y avoir cet échange d'informations. Mais en réalité, oui, effectivement, ça sera difficile de le tracer, en tout cas. On continue sur ce sujet avec le lancement de la période fiscale. Est-ce que les entreprises doivent anticiper dès le mois de janvier, Loïc ? Oui, tout à fait. En tout cas, là, il y a la majorité des entreprises qui clôturent au 31 décembre. Donc là, c'est une grande période pour toutes nos entreprises françaises. Donc là, il va falloir déjà dire aux comptables qu'on a investi, si c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de comptables qui se réveillent au dernier moment parce que les clients ne leur ont pas parlé de leur placement, des fois par crainte, par honte de sa réaction. Ou parce que le comptable n'est pas tellement au fait de ces choses-là ? Non, c'est ça, mais au final, plus on anticipe, plus ça permet aux comptables de ne pas se réveiller au dernier moment, parce que c'est un peu le cas chaque année pour nous en tout cas, et mes concurrents c'est pareil, d'ailleurs on échange tous là-dessus. Ouais. Donc là, le but c'est aussi de leur expliquer, alors nous on a un vrai travail d'éducation chez Contact Crypto auprès de la profession comptable, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, pour la plupart, ils comptabilisent que les plus ou moins values latentes, mais pas les plus ou moins values réalisées, et en entreprise, dès qu'il y a un échange crypto-crypto ou crypto-euro, ça réalise un écart de conversion, on appelle ça donc une plus-value. Et la majorité des comptables aujourd'hui calculent que les positions latentes, c'est-à-dire qu'ils vont simplement constater un stock de devises et ils vont la passer en comptabilité, mais pas la fiscaliser. Alors que légalement, il faut fiscaliser tous les échanges crypto-crypto, crypto-euro. Ce qui n'est pas le cas pour les particuliers qui, eux, ont à déclarer uniquement les échanges crypto-euro. Oui. Exact. Un petit exemple de fin d'année pour réduire légalement son impôt. Nous donner un petit tip quand même cette fin d'année. C'était un petit tip. Alors après, je ne vais pas rentrer forcément trop dans le détail. Je n'ai pas envie de perdre tout le monde. Mais effectivement, en fait, typiquement, si jamais vous avez acheté du Bitcoin en début d'année et que ce Bitcoin, imaginons, est monté, et que vous êtes un particulier, vous l'avez vendu en euros, à ce moment-là, vous avez donc une plus-value qui est enregistrée et vous devriez payer des impôts par rapport à cette cession que vous avez réalisée. Il y a beaucoup de gens qui conservent une autre partie au final de leur crypto qui, elle, est en perte. Et s'ils ne la vendent pas, ils ne réalisent pas cette perte. Et elle ne vient pas compenser la plus-value qu'on a fait sur une vente antérieure. Et donc là, effectivement, il peut y avoir, alors on pourrait l'expliquer si jamais les gens viennent nous voir chez Contact Crypto, mais effectivement, il peut y avoir un intérêt parfois de vendre une position perdante en fin d'année. Pour diminuer la plus-value. C'est exactement une plus-value antérieure. Ouais. Effectivement, d'accord, c'est intéressant. Ce qui est injuste parce que pour les particuliers, il n'y a pas de report de moins-value alors que c'est disponible sur tous les autres actifs. Exactement. Donc on ne sait pas pourquoi nos amis parlementaires tous les ans rejettent cette proposition en disant non, nous voulons absolument discriminer les détenteurs de crypto qui sont les seuls à ne pas avoir cette possibilité-là. Après, autre tips pour ne pas payer d'impôts de façon parfaitement légale, c'est de ne jamais vendre, évidemment. C'est que si on ne fait qu'un DCA, par exemple sur Bitstack, si on ne fait qu'un DCA tout le temps et qu'on ne vend pas, par définition, on ne se génère pas d'événement fiscal. Oui, effectivement, il n'y a pas de ligne à déclarer, quoi. Non, en plus, chez Bitstack, c'est prestataire français, donc il n'y a pas rien à déclarer. C'est vrai, parce qu'en plus, il n'y a même pas de compte à déclarer à l'étranger. Exactement. Ce sera plus simple, là, dans la période fiscale, de déclarer
Ça s'est un peu simplifié en un an ou on ne peut pas exactement dire ça, Loïc? Pour les quelques discussions qu'on a avec eux, je ne pense pas que ça simplifiera vraiment grand-chose. Mais si vous regardez par exemple Vinted ou Le Bon Coin, normalement, vous avez déjà... Alors, normalement, vous aurez la case 8UU qui, elle, sera cochée par défaut si jamais vos informations ont été transmises. Si vous voyez qu'elle est auto-cochée, ça veut dire que les informations ont été transmises. Donc là, déclarez bien ce que vous aviez à déclarer. La 8UU. La 8UU, hyper important. Ouais. Mais effectivement, après, vous avez comme Vinted ou Airbnb, parfois, après, au bout d'un moment, il y a un pré-remplissage de votre déclaration. Oui. Et ça simplifie, mais je pense qu'ils n'en sont pas encore là. Déjà, le temps qu'ils digèrent toutes les informations que les exchanges comme Bistack, par exemple, vont leur envoyer, ne vous inquiétez pas, il y a encore un petit peu de temps. Ça nous promet encore un beau moment. Une toute petite question, si jamais, c'est pour un ami, oui. évidemment, si jamais on a un compte par une fintech étrangère qui fait de la crypto, mais sur laquelle on n'a rien en crypto, est-ce que c'est considéré à déclarer comme compte crypto ? Normalement, si vous n'avez pas de crypto, non. Si vous n'avez pas de crypto, non. Ok. Information à vérifier parce que tout est mouvant. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, il faudra vérifier ça. Mais vous avez collé le X-Antel. De prime abord, je ne pense pas. Je considère que c'est un conseil juridique. Mais c'est pour un ami. Les tops et les flops. Enzo, allô, on commence par le top 3. Par les tops. Alors, on va commencer donc avec Pingu, plus 20% sur les 7 derniers jours. Alors, on ne va pas trop en parler, c'est un meme coin. Environ un quart de la supply qui reste à être imprimée. 60% des jetons sont détenus par 10 portefeuilles. Donc, je pense qu'il ne suffit pas d'aller beaucoup plus loin pour savoir que c'est un no-go. On a ensuite Sui, plus 19% sur 7 jours. Alors, oui, il y a quand même quelques bonnes performances sur cette semaine. Sui, on va dire que c'est un peu similaire à Ethereum, Solana, etc. C'est un layer 1 qui propose développement de smart contracts. Total d'une supply fixée à 10 milliards, on est actuellement à 3 milliards, donc il faut savoir qu'il y a encore 2 tiers de ces jetons qui vont être imprimés, qui vont donc diluer forcément la valeur nominale du jeton. Point intéressant quand même sur ce jeton, c'est qu'un ETF avec un levier x2 a été créé donc le 4 décembre dernier et listé au Nasdaq avec le ticker TXXS. C'est, je pense, qui génère un petit peu de volatilité sur le jeton aujourd'hui, donc c'est plus 19%. Voilà, donc premier ETF avec levier, directement levier sur le Nasdaq via Sui. Troisième position avait plus 18%, mais il était déjà dans le top 3 il y a un mois. Clairement, je pense que si on veut s'exposer à tout ce qui est DeFi, ça reste, je pense, dans le top des jetons à avoir quand on souhaite s'exposer là-dessus, ce qui reste en revanche très risqué, tout simplement parce que c'est le premier protocole en termes de total value lock, donc 34 milliards d'investissements d'une manière générale stockés sur cette blockchain. Ça en est la première, donc c'est celle qui, on va dire, la plus utilisée et sur laquelle il y a le plus d'investissements faits pour du lending, du borrowing, etc., etc. Donc les flux, je pense, génèrent également ce genre de performance. On passe sur le flop. Alors, le flop 3, on commence par Canton Network, CC, moins 17,5% sur 7 jours. C'est de la tokenisation d'actifs, RWA, donc thématique dont on a beaucoup parlé. Pas de supply maximum, c'est-à-dire que le nombre de jetons de cette blockchain va pouvoir grandir de manière illimitée. Chouette. C'est comme les monnaies fiat. Pas de rareté. Voilà. Comme l'euro, comme le dollar, etc. Voilà. Donc, on pourra avoir bien sûr sa valeur nominale divisée jusqu'à l'infini, comme pour l'euro. Petite chose intéressante quand même, c'est que la banque BNI a investi 50 millions la semaine dernière sur ce jeton. Je pense peut-être pour explorer d'autres informations sur ce qu'ils proposent en termes de tokenisation. En revanche, aucune information sur la concentration, sur le nombre de portefeuilles, en tout cas, quels sont les montants investis. Deuxième, Mix Finance, moins 16% sur 7 jours, un quart des jetons imprimés, il en reste donc 3 quarts encore à être dilués. Forte concentration également, D-Wallet contrôle moins 93% de tous les jetons, je pense que ça suffit. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour savoir que c'est un no-go également. En troisième, Morpho, moins 11% sur 7 jours. Alors Morpho, on connaît peut-être un petit peu plus, on a une représentante française qui s'y est installée il n'y a pas longtemps. On a DeFi, Lending, Borrowing, tout ça sur cette tech. Donc Morpho, un maximum de supply de 1 milliard de Morpho avec une circulating supply d'environ un tiers. Donc il y a encore environ 2 tiers des jetons qui seront émis dans les années à venir. 10 portefeuilles détiennent 83% des jetons quand même, ça reste assez concentré. Malgré, et je trouve une statistique intéressante sur cette technologie, c'est le nombre de porteurs, en tout cas le nombre de portefeuilles qui est en
en constante croissance depuis le début et vraiment aucune baisse dans le nombre d'utilisateurs, de nouveaux utilisateurs. En revanche, ça reste assez peu capitalisé en termes de TVL. Donc voilà notre top et flop de la semaine. Le top et flop d'Enzo Halo et l'info pour finir. J'ai lu ça tout à l'heure que les jeunes Américains voulaient des bitcoins sous le sapin de Noël. J'ai trouvé ça intéressant quand on parlait tout à l'heure de l'adoption. On rame en France, on rame en Europe et la Gen Z américaine veut son bitcoin sous le sapin. Alors qu'ici, vous l'avez testé cette année, il y a quelques semaines, quand on dit bitcoin, ça hérisse un petit peu les gens sur les marchés. Voilà. On ne parle pas à la même démographie. Non, c'est vrai, on ne parle pas à la même démographie. Encore une fois, ça se retrouve dans les stats de l'étude Adan, mais il y avait quelque chose comme 60% des détenteurs de crypto en France qui ont moins de 35 ans, alors même que cette classe d'âge, c'est que 25% de la population, donc on voit une surreprésentation plus que double. Nous, on le retrouve dans nos chiffres, c'est aussi à peu près 50% des utilisateurs qui ont moins de 35 ans. Ils ont compris le système de l'arrondi, 50% de vos utilisateurs ont moins de 30 ans. Tout à fait, mais alors ce qu'on peut constater, c'est que par rapport à la moyenne nationale, entre guillemets de la DAN, c'est que nous, on a plus de personnes plus âgées, justement. Donc, parce que précisément, ce côté expérience utilisateur fait que c'est accessible à tout le monde et que souvent, nous, on va beaucoup opérer par le bouche à oreille et qu'on peut recommander à sa famille parce que, encore une fois, que Bitcoin, donc vous tomberez pas sur un Shiba Inu en leverage x10 sur Bitstack a priori et vous restez sur un actif qui, entre guillemets, n'a pas déçu au sens où il a arnaqué personne depuis 15 ans. Et donc, c'est beaucoup plus facile de recommander une UX simple sur un actif simple. Il y a un côté, c'est un peu comme Twitter. On pense que restreindre à 140 caractères, pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Il se trouve que ça a bien fonctionné, parce que précisément, moins il y a de features, plus c'est simple aussi. Ça parle, peut-être que la jeunesse va s'y mettre, on verra ça. En tout cas, on compte sur elle. La maman de Loïc s'y est mise, et ça c'est un bon signe. Oui, j'espère faire la même chose avant les fêtes de fin d'année. Vous voyez, je vais lui demander pour Noël, enfin en tout cas je demande au Père Noël. Exactement, merci d'être venu dans cette émission. Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Bitstack, Enzo Halo, CEO de Crypto Patrimoine, Loïc Santel, cofondateur de Conta Crypto. On est là tous les jours à 15h et je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.